Il y a pas longtemps, je me suis dit que j'aurais bien aimé écrire de la SF. Sans prétention, juste pour me faire kiffer et rendre hommage à ce genre littéraire devenu cross-média qui est de très loin mon favori. Dune, Mobile Suit Gundam, Metro 2033, Arzac, Observer et bien d'autres ont façonné la personne que je suis. Mais en cherchant quoi écrire, je suis arrivé à 2 constats. C'est difficile d'avoir un œil et une approche nouvelle du genre sans répéter ce qui existe déjà, et surtout, j'ai l'impression que la réalité a rattrapé la fiction. Ce qui m'a amené à me poser une question. Est-ce que la science-fiction aurait échoué ? J'entends par là que ça fait plus de 100 ans qu'elle met en garde contre des futurs apocalyptiques, fascistes, qu'elle essaie de mettre en avant des éléments comme le dérèglement climatique, et pourtant, pratiquement rien n'a changé. Essayons de comprendre pourquoi. Pour comprendre les raisons de cet échec, c'est important de faire un petit retour en arrière pour comprendre c'est quoi la SF et c'est quoi son histoire. D'abord, il est important de dire que la SF n'a pas toujours eu cette vocation préventive et qu'elle se découpe en 2 ères distinctes. Entre le XVIe et le XIXe siècle, c'est une ère utopique qui met en scène des mondes futurs dont rêve l'humanité, donc c'est une période très optimiste sur les apports de la science et de la technologie à l'humanité. L'ouvrage fondateur de la SF, c'est Utopie de Thomas More, publié en 1516 en latin. C'est un roman construit en 2 parties, une critique et une qui raconte l'utopie. Ce roman est important pour 2 raisons. Il place la modernité au cœur du récit et ouvre la voie aux dystopies avec sa partie critique. Suite à cette œuvre et aux révolutions scientifiques du XVIe et XVIIe siècle, la voie s'ouvre pour une nouvelle littérature basée sur la science. Ce phénomène continue au siècle des Lumières, où la science remplace la théologie. Ce seront près de 70 utopies qui seront publiées au XVIIIe, et des auteurs comme Voltaire vont placer des notions scientifiques au cœur de leur récit. Au XIXe, tout s'accélère car la science rend possible le projet de dominer la nature, et c'est ainsi qu'un des piliers de la SF moderne est écrit par Mary Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne. Mais surtout, les révolutions industrielles vont permettre l'avènement de la culture de masse, appelée industrie culturelle par Adorno et Horkheimer. Bon ça vient de ce bouquin. J'ai pas tout lu, c'est sympa, c'est un peu technique, mais bon, c'est important pour ce dont on va parler, donc je m'en suis servi, voilà. Selon eux, 3 innovations permettent l'avènement de l'industrie culturelle. Le perfectionnement de l'imprimerie, qui conduit à une baisse du coût des journaux, le financement par la publicité, qui conduit à une baisse du coût des abonnements aux journaux, et enfin, l'invention du roman feuilleton. L'industrie culturelle amène à la création de la culture marchandise, qui se doit d'accrocher le lecteur et d'être produit rapidement. Le monde du livre est bouleversé, et les auteurs deviennent de vraies personnalités. On reviendra plus tard sur ce qu'implique la création de cette industrie culturelle. C'est donc à cette époque que la science-fiction moderne, qui se détache de l'utopie, va naître. En 1864 paraît un ouvrage majeur de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, qui va marquer la fondation de la période merveilleuse scientifique, période qui va durer jusqu'en 1914. Tout ce que je viens d'évoquer, c'est la première partie de l'histoire de la SF. La deuxième partie, elle, commence en 1914 et va jusqu'à nos jours, c'est l'ère dystopique. Elle met en scène les mondes dans lesquels nous risquons de vivre, et c'est cette partie de la science-fiction qui se veut préventive et pessimiste. Avant de parler plus en détail de la dystopie, faut parler de pourquoi le merveilleux scientifique s'arrête en 1914. Bon, si vous êtes pas trop teubé et que vous avez quelques dates en tête, vous savez que c'est le début de la Première Guerre mondiale, c'est pas une date choisie au hasard quoi. Cette guerre totale, la première dans son genre, traumatise tout le monde et pour la première fois, on se rend compte que l'industrie scientifique ne sert pas qu'à améliorer la vie et le quotidien des gens, mais elle peut être utilisée pour tuer, brûler et asphyxier des personnes à grande échelle. L'industrie automobile se met à produire des tanks et des obus, et les progrès de la chimie conduisent à l'horreur des gaz de combat. Au sortir de la guerre, l'horreur reste présente à travers les stigmates des gueules cassées, mais plus généralement toute la population masculine de l'époque a combattu dans la misère des tranchées, ce qui marque profondément la mémoire collective et change les perspectives autour de la fiction. Il n'est donc pas étonnant que l'ère dystopique commence en 1914. La première utilisation du mot dystopie est attribuée à John Stuart Mill, qui s'en sert en opposition au mot utopie pour parler des membres du gouvernement. Bon, je vais pas en faire des caisses sur la dystopie, c'est devenu un classique du cinéma, de la littérature et du jeu vidéo. C'est presque devenu un cliché. On exagère un trait actuel de notre société pour en montrer les risques.
Le premier problème auquel se heurte la SF, mais c'est aussi vrai pour la fiction en général, c'est que les gens ont beaucoup de mal à lire le message politique d'une œuvre. Je vous rassure, c'est pas parce que les gens sont teubés, il y a des raisons à ça. D'abord, les gens ont une conception assez restreinte de la politique. Ils associent ça aux hommes politiques, aux institutions et aux élections. Alors qu'en vérité, la politique, c'est bien plus large que ça. Porter un regard sur le monde comme on le fait dans une œuvre de fiction, c'est très politique. Parce que soit ça valide, soit ça critique le monde et la façon dont il fonctionne. Évidemment, toutes les œuvres n'ont pas forcément cet objectif premier en tête, mais comme on a déjà pu le dire dans des vidéos précédentes, tout est politique, tout le temps, même quand l'intention de l'être n'y est pas. Et ça, si on n'en est pas conscient, ça peut être compliqué de faire le lien entre les œuvres de fiction qu'on consomme et qu'on apprécie, et le monde réel. Et cette critique de la société qui n'est pas perceptible si on n'y fait pas gaffe, elle s'applique d'autant mieux à la SF qu'on invente une nouvelle société pour la critiquer. Du coup, si on revient à mon premier point qui était que les gens ont une vision très réductrice de la politique, bah forcément, les gens captent pas que les racines de la dystopie qu'ils lisent ou regardent sont déjà présentes dans notre société. C'est un peu une des limites à créer des mondes imaginaires pour critiquer le nôtre. D'autant plus que, comme je l'évoquais plus tôt dans l'histoire de la SF, la révolution industrielle a créé toute une industrie du divertissement, la culture de masse, ou industrie culturelle. L'industrie culturelle, c'est un système composé de l'ensemble des médias de masse. Le cinéma, la radio, les magazines, mais on pourrait aussi parler de la télévision. Ce système est pensé pour produire du contenu et pas spécialement de l'art en fait. C'est pour ça qu'on parle d'industrie, parce que c'est avant tout un business pensé pour faire du profit. En plus de ça, les gens ont conscience que cette industrie en est une, ce qui légitime le fait de produire des trucs un peu vides de sens. En fait, la culture de masse, elle est à la fois la cause et la conséquence de l'opinion publique. L'industrie culturelle s'adapte à son public pour ne surtout pas le froisser, mais c'est aussi elle qui crée les attentes de son public en étant aussi massivement diffusée, ce qui influence la façon de penser des gens. En fait, le but de l'industrie culturelle, au-delà d'être rentable, c'est de faire croire à la population que le modèle de société dominant est le bon, et ne doit surtout pas critiquer celui-ci. Elle doit avant tout proposer du divertissement aux travailleurs pour leur faire oublier leurs souffrances. En fait, l'industrie culturelle arrive même à manipuler les opinions contradictoires à la pensée dominante pour en faire une bouillie à la gloire du système en place. Une des conséquences de tout ça, c'est qu'elle transforme les œuvres d'art en simples marchandises. Par exemple, Squid Game. Ça a été un tel phénomène que même si vous l'avez pas vu, vous connaissez le concept. Un milliardaire riche et subversif, disruptif, c'est ça que ça veut dire alors, propose à des pauvres soigneusement sélectionnés, parce que leur vie s'effondre et qu'ils ont un besoin crucial et immédiat d'argent, de participer à une série de jeux au cours desquels ils trouveront la mort un à un, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un justement. Et le gagnant serait donc couvert d'or par notre super milliardaire aux idées super modernes. Mais vous allez me dire, dans Squid Game, il y a un message quand même. On critique les riches, ouais, ils pensent pouvoir disposer comme ils veulent des pauvres, les dérives de la télé-réalité qui va toujours plus loin à humilier tout le monde là. Bon, déjà sur les riches, si vous êtes allé au bout de la saison 1, le méchant riche explique son plan par des dialogues prétentieux, mis en scène comme du Molière, alors que c'est plus Dédé au comptoir du PMU du Mérignac. Mais à mon avis, il y a une volonté de dire des choses dans le projet. Et ça, je pense qu'on peut le lire dans l'écart abyssal entre tout ce que le concept de base, l'idée même de la série, pourrait dire, et ce qu'elle dit effectivement une fois mise en ligne sur Netflix. Le concept, l'idée de base, nous dit qu'on va parler de rapport de classe, de déshumanisation, d'aliénation. On va nous montrer comment l'élite bourgeoise ne voit plus rien d'humain dans sa force de travail, elle n'y voit qu'une force de production pour lui permettre de générer toujours plus de profits, et en l'occurrence, un moyen de divertissement. Qu'elle peut, avec un peu d'argent, des sommes qui ne représentent rien pour elle, forcer à faire tout et n'importe quoi. Se battre, s'humilier, tuer, mourir. De leur côté, les participants de ce jeu, eux, vivent plongés dans une telle misère, une vie si vide de sens, qu'ils sont aveuglés par les sommes promises. Des sommes qui leur permettraient de sortir de cet état de non-vie auquel ils ont été condamnés par un système politique et social injuste. Cet état d'aliénation les emmène à commettre les pires atrocités contre leurs semblables. Ils sont rendus incapables de voir autre chose dans l'autre qu'un obstacle à leur propre libération. Tout ça pour qu'au final, la série nous ponde ce dialogue. 물 좀 주겠나? 저기 저 남자 말이야.
술에 취한 건지 벌써 몇 시간째 저러고 있어. 행색으로 봐서는 나중에는 금방 얼어질 텐데 아무도 도와주는 사람이 없어. 그러면 어쩌게 길을 멈추고 저 냄새나는 인간 쓰레기를 게임 한 번 더 하지. 사정까지 저 사람이 그대로 있으면 내가 누군가 저 사람을 도와주면 자네가 이기는 거야. Alors voilà, c'est ça. Le vieux riche a poussé tout le monde à s'entretuer parce qu'il veut montrer que les humains sont individualistes et cruels par nature. Wow mec, mais t'es trop con en fait. T'aurais pu passer 2 heures dans un amphifac pour comprendre que t'es juste trop con, mais t'as préféré tuer plein de gens. On est vraiment sur une discussion de PMU là. Personne n'est naturellement méchant ou gentil. On est tous le fruit de notre environnement social, et ce débat ne mène à rien et n'intéresse personne. En plus, ce bourgeois de merde là, c'est lui qui participe à créer cet environnement de merde dans lequel grandissent tous ces gens. C'est de ta faute s'ils sont tous tarés. Mais le pire, c'est que je vous ai pas montré la fin de cette scène. Et voilà, en fait les gens sont gentils, super, mais ça intéresse, c'est nul, vraiment c'est nul. Là, ce que la série fait, c'est essentialiser une question politique. On pourrait s'intéresser aux raisons qui poussent les gens à réaliser certains choix plutôt que d'autres dans leurs actions individuelles, et si on veut changer nos façons d'agir à tous, y a des changements à penser au niveau politique et social. Changer nos références culturelles, changer ce que nous valorisons comme positif, prôner la solidarité comme un élément central de notre système de valeurs et plus la réussite individuelle. Et tout ça c'est possible, mais si on dit « mais on ne peut rien changer, c'est dans notre nature d'espèce d'être comme ça », on retire tout sens à la discussion, et donc à la série. C'est bien juste une vieille tech pour se faire mousser « oui, moi je suis mieux que tous ces gens, ils sont si individualistes », et une fois qu'on a dit ça, c'est terminé. On empêche toute discussion sur l'ordre social et politique, sur nos modes de vie, et en fait on a dépolitisé. Mais j'avoue, sur la télé-réalité vous avez raison, ça dénonce. Sauf que, quelle ne fut pas donc ma surprise quand Netflix a annoncé faire un Squid Game IRL. Bon alors évidemment dans cette version on risque pas sa vie, enfin je crois, mais utiliser l'esthétique de la série et ses codes pour en faire une vraie télé-réalité, ça participe aussi à dépolitiser tout ça. Finalement, c'est juste la version scénarisée du jeu TV trop marrant là, super. Bon évidemment, Squid Game c'est pas la seule œuvre à être vidée de sa substance, il y en a plein d'autres. En fait, on se retrouve avec une véritable logique de marché qui ne veut pas produire de l'art, mais des objets de consommation à rentabiliser, qu'il faut produire au plus bas coût possible et qu'il faut vendre au plus large nombre. Du coup, une majorité de ce qui est produit par cette industrie culturelle et fade ne raconte rien de nouveau et surtout va dans le sens du système puisque c'est produit pour ne fâcher personne, être le plus consensuel possible dans le but de vendre un max. Si on actualise le propos, ça explique la volonté d'usage des IA génératives dans le monde du cinéma parce que ça coûte bien moins cher que la main d'œuvre. Si on écrit un truc vide de sens, y a pas besoin de payer un mec pour le faire quoi. ChatGPT, il peut très bien dire des banalités pour 20 balles par mois, le choix est vite fait quoi. Ça explique aussi le recul de qualité des effets spéciaux dans le cinéma, qui s'explique par le fait qu'il y ait toujours moins de gens employés, dans des délais impossibles, et mal payés pour faire des super productions qui ne vont nulle part. De toute façon, tout le monde s'en fout de la tronche du chauve en 3D, pas besoin de s'emmerder à en faire quelque chose de visuellement intéressant. Parce que oui, plus les enjeux financiers sont grands, plus on cherche à rentabiliser la production au détriment de la qualité du truc quoi. Dans les exemples les plus flagrants, on peut parler par exemple des productions Marvel et plus généralement de la maison mère Disney. Ces super productions, du point de vue de l'industrie, n'ont aucun intérêt à mettre en avant un message contestataire, ou pour le dire plus simplement, ne vont pas risquer leur existence en ayant un message politique assez évident et contre le système en place. Attention hein, comprenons-nous bien, ce n'est pas parce qu'une œuvre est produite par une logique de marché qu'elle va forcément dans le sens des puissants, mais son message devra être plus implicite pour pouvoir espérer exister. Et c'est à cause de ça qu'une partie du public passe à côté du message pourtant évident de Starship Troopers de Paul Verhoeven. Parce que oui, si vous étiez passé à côté, c'est une satire d'un état militariste dans l'espace, dont l'idée générale est d'ailleurs reprise dans la licence Helldiver. Et si on mélange tout ce qu'on a dit,
La conception restreinte des gens de la politique, couplée au monde imaginaire créé par la SF, l'industrie culturelle qui dépolitise ou rend implicites les messages de la SF, tout ça empêche les gens de se servir de la SF comme un outil de prévention ou d'action collective. Il y a d'autres phénomènes qui empêchent l'utilisation de la SF comme outil de lutte. Déjà, le capitalisme détourne de leur sens initial un bon nombre d'œuvres populaires. Combien de fois on a entendu que 1984 serait une critique du communisme et de l'extrême gauche, quand la première intention était de critiquer le nazisme et le révisionnisme qui en découle. Parce que oui, les institutions de 1984, le contrôle de la population, la réécriture de l'histoire, qui est le job du perso principal, c'est des choses qui ont été interprétées comme une critique du communisme par des gens qui avaient intérêt à faire oublier le fascisme, qui n'est qu'une autre alternative à la démocratie libérale sous le capitalisme. Je dis pas que l'URSS était parfaite, juste qu'Orwell a littéralement lutté avec les communistes contre le fascisme en Espagne. Quand on a ce contexte-là, c'est difficile d'imaginer que 1984 critique le communisme. Et toute cette déformation, cette réécriture, ça nous donne la pub d'Apple là, qui reprend les codes du bouquin, mais en siphonne le fond en faisant juste un truc pour sa propre promo, quoi. Le problème, c'est que 1984 est une critique forte des institutions dominantes comme l'est déjà Apple à cette époque. Donc utiliser l'imagerie du bouquin pour se positionner comme un outsider révolutionnaire sur le marché du micro-ordinateur, ça participe à altérer le message de l'œuvre dans la mémoire collective. Vous voyez bien que ça veut plus du tout dire la même chose là. Et finalement, 1984, c'est plus que le truc de la pub Apple. En plus, à cette époque-là, Apple c'est pas tant David contre Goliath, c'est déjà une énorme boîte qui a sa place dans ce marché. Ils cherchent juste à avoir une image cool et révolutionnaire. Les enfoirés, ils ont complètement changé le sens du mot révolution. Avant c'était Lénine, Vladimir putain d'Ilitch, maintenant c'est juste l'iPhone 4S, merde quoi. Il y a la même idée autour de l'esthétique du film Blade Runner, qui a inspiré un genre entier de la SF, le cyberpunk. Dans l'idée, ce sont des mondes soumis au capitalisme le plus violent. L'État n'existe plus, tout est soumis aux logiques de marché, autrement dit, à la loi du plus fort. Tout le propos de ce type de fiction est de critiquer ce futur possible à travers un univers ultra violent et où règne la dictature de la technologie. Et pourtant, les tech bros et certaines marques reprennent l'esthétique néon et les visuels du film comme pour en faire la promotion de ce futur peu enviable. Parce que l'essence du cyberpunk, c'est de montrer que les individus sont écrasés par le poids des multinationales qui les exploitent. La plupart des personnages sont des hors-la-loi, qui sont de véritables anti-héros. Ils ne luttent pas pour la veuve et l'orphelin, mais agissent pour leurs propres intérêts, pour l'argent, pour leur propre survie. Ils sont d'ailleurs employés par des multinationales qui sont souvent concurrentes entre elles. L'idée, c'est de montrer que l'ultra-capitalisme ne sert pas les intérêts de la masse, quelle surprise, mais ceux d'une poignée de personnes qui détiennent tout et ne comptent pas partager. C'est un genre profondément pessimiste, puisque la plupart du temps, aucun retour en arrière vers un monde égalitaire n'est possible. Du coup, si on revient à nos tech bros, c'est parfaitement logique et dans leurs intérêts de reprendre cette esthétique, puisque c'est un monde qui leur profiterait entièrement. Mais ça montre aussi qu'ils n'ont pas compris, ou qu'ils choisissent volontairement de ne pas comprendre, le message du cyberpunk. Les tech bros ne sont pas les héros, ni les modèles à suivre de ce monde, mais ce qui est très directement critiqué et parfois moqué par cet univers. En fait, voir des puissants reprendre cette esthétique néon et digitale, c'est un contresens total. Mais cette esthétique fait vendre, ce qui suffit à justifier son utilisation. Peu importe pour ces entreprises, que ça contribue à dépolitiser le cyberpunk et plus généralement la science-fiction, tant qu'on peut vendre grâce à une esthétique populaire. Ce qui nous emmène à parler de la marchandisation à outrance que subit la science-fiction. Elle n'a pas toujours été populaire et a mis du temps à s'imposer comme un genre, que ce soit dans la littérature ou au cinéma. D'ailleurs, si on parle de SF littéraire, la plupart des auteurs majeurs du XXe siècle ont galéré à vivre de leurs écrits, comme Philippe K. Dick par exemple. Il a vécu dans la pauvreté la majeure partie de sa vie, malgré des œuvres importantes comme Le Maître du Haut Château, Blade Runner, Minority Report ou Total Recall. Et si on parle de cinéma, en dehors du mastodonte qu'est 2001 l'Odyssée de l'espace, et d'œuvres confidentielles en dehors de leur pays, comme Space Battleship Yamato au Japon, la SF a longtemps été cantonnée à de la série B à petit budget, avec des œuvres qui sont de qualité variable. Si je parle de tout ça, c'est parce que maintenant, grâce à des œuvres comme Star Wars qui fait partie de la pop culture, ou Blade Runner de Ridley Scott qui a montré au grand public qu'on peut faire de la SF avec de hautes ambitions au niveau du scénario et de la technique, la SF est un genre majeur. Ce changement de statut, ça a contribué à faire de la SF un genre qui n'échappe pas aux logiques de marché. Déjà dans la production en tant que telle, comme on en a parlé un peu plus tôt, mais aussi dans toute la marchandisation qui en découle. Combien de produits dérivés de l'empire de Star Wars on a eu ? Alors que pour rappel,
La trilogie originale est une critique de la guerre du Vietnam avec l'Empire dans le rôle des États-Unis impérialistes. Plus largement, l'Empire dans Star Wars fricote avec le fascisme, donc en faire un élément générique de pop culture, ça contribue à dépolitiser Star Wars, et ce bien avant que Disney rachète la licence. Et pour achever de vous convaincre, j'ai déjà dit que ça me faisait bizarre d'avoir des produits dérivés de l'Empire, mais alors c'est pareil pour l'Alliance Rebelle. Parce que ça les résume en truc cool de SF numéro 444, au lieu de parler du fond, le bras armé de la lutte contre un état fasciste, dirigé par Space Hitler et Space Mussolini. Et là en fait, il y a un gros plot twist. La science-fiction, même si elle était parfaitement comprise, intégrée et qu'elle gardait son statut de contre-culture, elle n'aurait jamais pu faire changer les choses. Enfin, pas tout à fait. Ça tient à plusieurs choses. Tout d'abord, comme vous l'aurez compris, si vous regardez cette chaîne régulièrement, ici on est plutôt terre à terre, on aime la science, le concret, et on croit moins au pouvoir des idées qu'à la force des actes, du réel. Pour nous, penser que le monde peut changer parce qu'on écrit quelque chose dans un livre, ou qu'on le dit dans une vidéo, c'est clairement de l'idéalisme. Oui, la culture est souvent un outil pour propager des idées, mais historiquement, le fait d'utiliser la culture, le monde du divertissement, comme un biais pour faire passer un message, un propos, n'a eu d'impact global que lorsque ce message était porté par les puissants. En gros, ça marche quand il faut asseoir une idée déjà en place qui a le contrôle des institutions et de l'économie. On sécurise son pouvoir avec, mais on ne gagne pas. Et je sais pas si vous avez capté, notre camp politique, oui, la gauche, t'es pas tombé sur du contenu fasciste, t'inquiète pas, il a juste pas le pouvoir. Donc on peut pas se contenter d'essayer de mener une bataille par BD interposée. En plus on n'a pas un rond. Bon, ça c'est une raison concrète, mais on parlait d'idéalisme. Ça veut dire quoi? En gros, en philo, promis ça dure pas longtemps, il y a deux concepts qui s'opposent. L'idéalisme, soutenu par les libéraux, qui dit que la matière, donc nos actions, le monde qui nous entoure, notre cadre de vie, la façon dont la société fonctionne, découle des idées. C'est-à-dire qu'en gros, si je pense d'une certaine manière, ça va mécaniquement provoquer une action qui correspond à ma pensée. Sauf que je sais pas vous, mais moi, j'ai fait un peu de socio. J'ai regardé le monde autour de moi et effectivement, si je pense que les arbres sont roses, ils le sont pas. Au-delà de ça, le problème c'est que comment on explique d'où elle vient cette pensée? Si elle précède le réel et que donc rien n'a pu la provoquer, alors elle est divine? Tout ça, c'est un peu faible intellectuellement. Lorsqu'on prétend travailler à la poursuite de la vérité, on peut pas juste dire « c'est la magie » là où on n'a pas d'explication. Sauf en maths, là on peut. Bon, et là-dedans, nous, comme d'autres, on pense l'inverse. Que c'est la matière, nos conditions matérielles d'existence, notre vie, la terre, le bois, les autres, qui vont conditionner la façon dont on pense. Du coup, si on en revient à la SF, on peut dire qu'elle n'a pas d'impact parce qu'elle ne change pas le monde matériellement. Lorsqu'elle s'engage, elle limite ses moyens de production car les plus riches n'ont aucun intérêt à financer du contenu critiquant le monde qu'ils défendent. Enfin, je sais pas si ça marcherait non plus si on forçait tout le monde à lire de la SF contestataire, peut-être. Mais de toute façon, si on avait les moyens de forcer tout le monde à lire un bouquin, on aurait aussi sûrement la thune de socialiser les moyens de production. Je pense que faire de la SF son seul axe d'action pour changer le monde est voué à l'échec. Pour faire changer le monde, faut aller s'y confronter, en personne, chercher à penser en termes d'action collective pour gagner des droits partout où on pourra aller en chercher et ainsi améliorer concrètement la vie des gens. Y a que comme ça qu'on pourra aller convaincre du monde. Bon et une fois qu'on aura convaincu tout le monde, faudra bien aller chercher ces bourgeois là, oh vendez-nous des armes, bref. Si la SF veut continuer d'être pertinente lorsqu'elle porte un message et être militante, il faut plus d'auteurs comme Ursula K. Le Guin qui s'engagent pour des causes concrètes, ou George Orwell qui a littéralement combattu le fascisme en Espagne. Des militants quoi, des engagés de terrain qui ne se contentent pas d'être des simples auteurs de science-fiction et observateurs de leur temps. Et faire des tweets ça compte pas hein. Oui non, je vois ce que vous voulez dire, mais vous inquiétez pas, non, on fait pas que des vidéos, on est aussi un peu actifs dans la vraie vie quoi. Bon, c'est un peu déprimant tout ça. Est-ce que ça veut dire qu'on est condamné à subir ce monde froid, cruel et inégalitaire? Alors ok, la SF ne peut pas changer directement les choses. Mais, parce qu'il y a toujours une nuance, on a vu des mouvements sociaux se servir de symboles d'œuvres populaires pour porter leur message. L'exemple le plus connu, c'est sûrement le masque de Guy Fawkes, popularisé par le comics puis le film V pour Vendetta qui met en scène un rebelle contre un état fasciste portant ce masque. Il a été repris surtout par le groupe de cyberactivistes Anonymous, mais aussi, plus généralement par des groupes contestataires comme les Gilets jaunes ou Occupy Wall Street. On peut aussi parler des luttes pour le droit à l'avortement aux États-Unis, en Pologne et en Argentine, où des militantes ont porté des robes rouges et bonnets blancs des Servantes écarlates pour dénoncer le contrôle patriarcal, symbole venant de la série La Servante écarlate, adaptée du roman de Margaret Atwood. Pour des œuvres plus récentes, et pour parler de fiction en général, on peut parler du film Joker de 2019 dont le maquillage et le costume ont été repris par des militants partout dans le monde. En fait, elle est peut-être là la vocation de la SF, servir de support pour des luttes bien concrètes. Et la SF s'y prête bien, avec son rôle de critique sociale, avec des personnages héros de lutte contre le fascisme, l'impérialisme ou toute forme de domination par les puissants de notre monde actuel. Bon,
Mais encore faut-il pour que les gens se réapproprient des œuvres, qu'on soit en mesure de porter un narratif alternatif, qui propose une nouvelle lecture des œuvres en question. Mais alors là, je sais vraiment pas comment faire. Oui, la lutte. Enfin, surtout le fait de s'organiser. Un support idéologique, c'est bien, mais si on veut qu'il ait un impact sur le réel, il faut être en capacité de le diffuser le plus largement possible. On sait que les bourgeois contrôlent et surtout filtrent tous les canaux traditionnels de diffusion. Et on va faire quoi partant de là? Se résigner, accepter et espérer que les fascistes acceptent de ne pas mener au bout leur projet puant? Et oh la gauche, ok on est par terre mais on n'est pas tous morts hein. On a encore et toujours des cadres d'organisation, de militantisme, qui permettent à la fois d'agir sur le réel, d'aider à faire la solidarité là où elle peut exister, de nous rendre visibles et surtout de former. Ces cadres, que nous héritons de nos aînés et dont on a l'entière responsabilité, ils ont toujours diffusé et diffusent toujours de la production culturelle. Sans parler de toutes les petites maisons d'édition militantes, j'ai notamment en tête l'exemple de Pif Gadget, qui a apporté jusqu'à sa disparition un récit concurrent à la bande à Picsou du géant Disney. Bon alors là ça a été repris par des fachos particulièrement cons, donc calculez pas hein. Enfin bref, l'idée de cette vidéo elle est là. Engagez-vous, faites des trucs sur le terrain, participez à des actions, créez du contenu et mettez-le à profit du monde militant. Participez, à votre échelle, à renforcer, faire perdurer et construire ces espaces d'organisation. C'est sur ces espaces que repose notre capacité à changer le monde. Donc allez-y, changez-le. Digo adeus a este meu cais. Na memória fica a história de uma idade